La Réunion, une grande île-volcan dans l'océan Indien sur laquelle il pleut chaque année plus de 12 mètres d'eau. Pourtant, à La Réunion, on manque de rivières et d'eau courante. Alors, où part toute cette eau de pluie? La réponse se trouve à l'intérieur des profondeurs du volcan. Direction le piton de la Fournaise. Le piton de la Fournaise, un des volcans les plus actifs du monde. Comme vient de le rappeler la toute récente éruption. Pourtant, entre deux coulées de lave, ce géant de 40 km de diamètre est totalement inoffensif. Et les cratères sont même accessibles aux randonneurs. Bernard Robineau est monté des dizaines de fois au sommet de la Fournaise. Il est géologue et se consacre depuis plusieurs années à l'étude du volcan. À partir de là, le terrain est strictement réservé aux scientifiques avertis. Nous sommes au cœur de l'énorme cratère d'Holommieux, apparu lors des précédentes éruptions. Ces terrains ne sont pas accessibles à tout le monde parce qu'il faut s'y connaître un petit peu. Il y a beaucoup de trous, il y a des tunnels de lave dessous et on peut avoir des trous énormes dans lesquels on peut s'effondrer en totalité. Si le géologue persévère ainsi, c'est qu'il cherche un véritable trésor. Les entrailles de la Fournaise recèleraient d'inépuisables réserves d'eau douce. Ah ben voilà, voilà bien la preuve que l'eau est présente en permanence dans le volcan, puisqu'ici on a des fumerolles de vapeur d'eau permanentes et ça correspond à de l'eau souterraine qui est vaporisée par des sources chaudes qui sont encore présentes sous le volcan. Et oui, à La Réunion, il pleut 12 fois plus qu'en métropole. Mais le sol volcanique est tellement poreux et fissuré que toute l'eau s'infiltre sans former de source en surface. Les scientifiques pensent qu'à quelques centaines de mètres sous terre, une couche d'argile imperméable bloquerait les infiltrations d'eau. Elle aurait ainsi permis la formation d'un gigantesque réservoir. L'idée, c'est d'aller puiser dans ce réservoir souterrain pour remédier à la pénurie d'eau chronique dont souffre tout l'ouest de l'île. Mais avant d'espérer la pomper, il faut la localiser précisément dans ce gigantesque massif. Pour cela, les scientifiques locaux utilisent une technique de détection électromagnétique dont ils sont des spécialistes internationaux. Primo, on mesure le champ électromagnétique naturel de la zone à l'aide de sondes plantées dans le sol. Secondo, grâce à cette cage métallique parcourue par un courant électrique, on impulse un champ artificiel qui sera mesuré à une centaine de mètres. 2, 1, top. Et l'antenne de la station, tu me reçois? La présence d'eau modifie la résistance des roches du sol, Le top est bien parti, on a un bon signal. ce qui permet de localiser les nappes d'eau et d'estimer leur profondeur. Résultat ? Dans la partie sommitale, c'est quand même assez loin, c'est à 400 ou 500 mètres sous la surface, en particulier là où on est, mais sur les flancs, on trouve des endroits qui sont accessibles au sondage, au forage d'eau, c'est-à-dire à 150, maximum 200 mètres de profondeur. C'est donc sur les flancs abrupts du volcan qu'il faut poursuivre les recherches. C'est là, au milieu de parois de plusieurs centaines de mètres de haut, qu'une autre équipe du laboratoire a dû s'aventurer. Son objectif, trouver la source de l'une des rares rivières permanentes de l'île. Ici, la jungle est restée presque vierge et la progression est très difficile. Mais au bout du compte, la rivière est bien là. Quelques minutes d'effort suffisent désormais pour rejoindre sa source, là-haut, au sommet de cette cascade de 40 mètres. C'est ici que l'eau émerge pour la première fois des profondeurs du volcan. C'est donc le meilleur endroit pour l'examiner et pour tenter de retracer son voyage souterrain. Donc on est monté jusqu'au Griffon, qui est en fait l'endroit exact où l'eau sort pour la première fois du volcan depuis qu'elle est rentrée sous forme de pluie. Parce que c'est là qu'elle est vraiment dans son état le plus proche de la réalité, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu le temps de s'équilibrer avec l'atmosphère. Et c'est là que ces caractéristiques physico-chimiques sont les plus intéressantes pour nous dans le cadre de notre étude. Arrimé aux cordes fixes installées par le guide de haute montagne qui accompagne l'expédition, Jean-Luc O'Haraud va pouvoir s'approcher du Griffon en toute sécurité. C'est là, à l'endroit exact où l'eau jaillit de la paroi, qu'il effectue mesures et prélèvements. La température, l'acidité, la composition chimique de l'eau renseignent sur le chemin qu'elle a suivi à l'intérieur du volcan. Ensuite, tout au long de la descente en rappel, l'hydrogéologue récolte des échantillons de roches. C'est ici qu'affleure en surface la couche d'argile imperméable. Petit morceau par petit morceau, la carte souterraine du volcan apparaît.
définir que toutes les nappes que l'on est susceptible de rencontrer, les nappes phréatiques, seront forcément au-dessus de ce niveau imperméable et donc au-dessus de cette cascade. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 1000 à 1200 mètres de nappes potentielles. La solution au manque d'eau des Réunionnais est donc en vue, même s'il faudra encore plusieurs campagnes de mesure pour localiser avec précision les points de forage intéressants. Une chose est sûre, pour poursuivre leurs recherches, les scientifiques devront encore mouiller leurs chemises. Qui aurait pensé que l'on trouverait un jour de l'eau au plus profond d'un volcan encore en activité? Deuxième destination, les Alpes, là où des conditions extrêmes de température et de pression ont permis, il y a des millions d'années, au cœur des roches, la formation de ces véritables merveilles de la nature que sont les cristaux. Des cristaux que seuls les meilleurs alpinistes parviennent encore à trouver dans les endroits les plus inaccessibles. Regardez. Les grands cristaux font rêver les collectionneurs du monde entier. Les plus beaux valent des dizaines de milliers de francs, un prix élevé, justifié par leur rareté et par les efforts qu'il faut faire pour les trouver. Car ces cristaux de roche viennent de très haut, quelque part dans le massif du Mont Blanc. Seuls quelques hommes sont capables de les arracher à la montagne, on les appelle les cristalliers. Les cristaux, ils sont répartis dans l'ensemble du massif du Mont Blanc, sur toute l'épaisseur du massif et partout, face sud, face ouest, face est. Mais aujourd'hui, on préfère aller du côté nord parce qu'il y a moins de glaciation, déglaciation, donc les cristaux sont de meilleure qualité, tenus en place par la glace, ils sont moins abîmés. Ces deux guides écument le massif depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, un seul coup d'œil leur suffit pour repérer les zones intéressantes. On regarde les zones souvent d'effondrement et les zones dans lesquelles le rocher est strié horizontalement de blanc. Le blanc, c'est le quartz, et donc le quartz, c'est ce qui donne naissance au cristal de roche. Donc on essaie de repérer un peu toutes les petites veines blanches qui peuvent exister, et ensuite on est obligé d'aller les voir, quoi. On n'a pas le choix, il faut grimper, aller à côté. Et tant qu'on n'a pas le nez dedans, on ne sait pas ce qui arrive. L'histoire de ces fentes remplies de cristaux a commencé à la naissance des Alpes il y a 25 millions d'années. À cette époque, une roche granitique remonte en repoussant des sols humides. De l'eau s'infiltre dans ces fissures et dissout au passage des éléments minéraux. 6 millions d'années plus tard, cette eau est parvenue à 16 km de profondeur. Là, dans des fractures appelées fours, l'eau redépose ces éléments minéraux. Les cristaux, comme le quartz, commencent à se former. Depuis, la croissance des Alpes a élevé ces fours à cristaux au-dessus de 2500 mètres d'altitude. Et seuls des alpinistes hors pair peuvent accéder à ceux qui n'ont jamais été visités. Bon, je regarde un peu dedans là. Le glacier s'est décollé là. Je pense que je vais descendre. Voilà, c'est ce qu'on vit régulièrement en tant que cristallier. On descend dans les trous et on regarde si, à la liaison entre le granit et la glace, des trous ne se découvrent pas parce qu'en ce moment, les glaciers sont en train de reculer. Et comme les glaciers sont en train de reculer, effectivement, ils découvrent des zones qui n'ont jamais été découvertes. Historiquement, aucun alpiniste n'a vu certaines zones qui sont situées à cette profondeur. Mais cette fois, pas de four en vue, on ne s'éternise pas. Et tu vois, avec ce qu'il y a au-dessus de la tête, il faudrait mieux pas qu'on s'attarde trop parce que c'est quand même assez dangereux. C'est facile de voir que tout est assez instable. Et instable comme ça, on peut se prendre tout ça sur la tête. Il faut se rendre là où les cristalliers de jadis n'allaient pas. C'est-à-dire grimper toujours plus haut le long de parois à 3 ou 4 000 mètres d'altitude, à l'écart des itinéraires classiques. Jusque-là, la glace et la neige cimentaient les pierres branlantes. Mais maintenant, les choses sérieuses commencent. Fais attention, Jean-Franck, ça branle! C'est dans ces parois que les cristalliers risquent vraiment leur vie. Les alpinistes traditionnels ne s'y aventurent jamais. Car ici, grimper ne suffit pas. Les chutes de pierre menacent et il faut redoubler de précautions. La roche se délite, on dit qu'elle est pourrie. Le cristal de quartz absorbe le quartz du granit et c'est le quartz du granit qui est le ciment du granit. Donc le rocher devient pourri. C'est une explication absolument logique. Et en plus, les veines de quartz provoquent plein d'effondrements. Parvenus à quelques dizaines de mètres du sommet sans avoir rien trouvé, les cristalliers décident d'explorer en rappel une zone inaccessible à l'escalade où ils ont aperçu une veine de quartz. Allez, vas-y, va. Pour l'atteindre, Jean-Franck doit d'abord rejoindre une terrasse rocheuse perchée en pleine paroi. Et enfin, le trésor est là. Oh là là! Dis donc René, c'est superbe dedans! Dis donc, tu veux pas tout garder pour toi? C'est tout mûr.
C'est mûr, c'est-à-dire que les cristaux ont été descellés par la succession de gel et de dégel. Il n'y a plus qu'à les ramasser. Tu vois, ça a l'air déjà bien fissuré. Ah, regarde, un petit peu de furine rose. Ça, c'est déjà un très gros four, hein. C'est un des beaux endroits qu'on a trouvé dans le massif du Mont Blanc quand même. Et souvent, c'est plus petit, hein. On rentre pas, un four, ça fait 20 cm sur 50 cm. Mais certains, comme celui-ci, sont très grands et renferment des centaines de kilos de cristaux. L'hélicoptère étant interdit aux cristalliers, tout devra être descendu à dos d'homme. Il faut donc choisir les plus belles pièces. C'est un quartz fumé, hein. Et l'intérêt, c'est la transparence du cristal, hein, qu'on cherche, la beauté du cristal. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour se rendre compte de ce qui est beau et ce qui n'est pas beau, en fait. On voit tout de suite que ça, c'est beau, hein. Ça ressemble un peu à un gros diamant, quand même, c'est sympa. Lestés chacun de dizaines de kilos de cristaux, les deux hommes entament une descente périlleuse. Mais le jeu en vaut la chandelle. La valeur marchande exacte de ces minéraux reste un secret de cristalliers. Mais ils en ramènent aujourd'hui au bas mot pour plusieurs milliers de francs. Pourtant, Jean-Franck Charlet a préféré conserver chez lui quelques-unes de ses plus belles trouvailles. Alors ça, c'est les plus belles pièces. Voilà, ça c'est le plus gros quartz fumé connu, trouvé à Chamonix en qualité, en forme et en grosseur, 36 kg. Les améthystes du massif du Mont Blanc, pièce tout à fait extraordinaire. Fluorine rose sur quartz, pièce magnifique. Un petit peu de fluorine verte. Et des quartz fumés d'une qualité tout à fait exceptionnelle. Extrêmement transparent et d'une qualité d'arête, d'une géométrie absolument parfaite. Alors, si ces merveilles minérales vous fascinent, vous savez maintenant comment aller les extraire. Enfin, avant de vous lancer, entraînez-vous quand même un minimum. Pénétrons maintenant au cœur des grottes. Des spéléologues nous invitent à comprendre leur formation en nous guidant à travers de nombreuses salles cachées sous des tonnes de roches. Voyage unique au cœur de ces temples de pierre. Sur notre planète, la quasi-totalité des grottes se trouve dans un sol bien particulier, le calcaire. Exemple dans le Vercors. Tout commence à la surface. Donc là, ici, on a des entonnoirs de dissolution. C'est tout simplement l'eau donc qui va éroder le calcaire. Et cela va donner ensuite ce que l'on appelle ici des dolines. Il y en a plusieurs milliers sur tout le plateau. Les plus petites ne font que quelques mètres de diamètre, les plus grandes atteignent 100 mètres. Le Vercors, c'est un énorme bloc de calcaire. Les eaux de pluie l'ont transformé petit à petit en un vrai gruyère. Elles l'ont d'abord attaqué en surface, ce sont les dolines que l'on vient de voir. Puis elles ont dissous la roche de plus en plus profond. Attention, cette érosion n'est pas mécanique. Elle n'est pas due au choc de l'eau sur la pierre car le calcaire est une roche dure. C'est une attaque chimique. L'eau, en traversant le tapis végétal, s'est chargée en acide. C'est cet acide, par réaction chimique, qui va dissoudre le composant essentiel du calcaire, le carbonate de calcium. C'est marrant, sous terre, ça commence presque toujours par des passages étroits. Et après, avec un peu de chance, on va trouver quelque chose de plus grand. Car c'est bien connu, les petits ruisseaux forment les grandes rivières. Et c'est pareil dans le calcaire. Juste sous la surface, les petites infiltrations d'eau n'ont creusé que des passages étroits. On fait attention aux chutes de pierre. Plus bas, ces différents passages se sont rejoints pour former de véritables rivières souterraines. Celles-ci ont creusé des tunnels d'un diamètre plus important. Ce type de cavité verticale s'appelle un scialet. Il a été creusé essentiellement par des fontes de glaciers, il y a environ 20 000 ans en arrière. Et l'eau donc s'engouffrait dans la cavité, dans les multiples fissures, l'a grandi donc plutôt du haut vers le bas. Et puis ensuite, les galeries étant sapées sur les côtés, il y a eu aussi quelques effondrements. Après ce passage vertical, le réseau serpente presque horizontalement. C'est ce qu'on appelle une galerie. Les plus grandes du monde atteignent 100 mètres de largeur. Mais pourquoi l'eau a-t-elle creusé le calcaire tantôt verticalement et tantôt horizontalement ? Tout vient du fait que le calcaire est rarement homogène. On y trouve intercalées des couches d'argile et de limon, des roches molles que l'eau va creuser facilement, formant ainsi l'amorce d'une galerie.
D'autre part, les mouvements de l'écorce terrestre ont fracturé le calcaire. Ces fissures, le plus souvent verticales, vont servir également d'amorce au travail de dissolution de l'eau. Au bout de plusieurs millions d'années, cette érosion va produire des réseaux souterrains d'une dimension étonnante. Le plus long du monde, Mammoth Cave aux États-Unis, atteint 500 km de long. Et puis on voit toutes les cupules ce qu'il faut faire au plafond. Rongés de toutes parts, des blocs de calcaire finissent par s'effondrer, formant d'immenses salles souterraines. La plus grande connue fait 16 hectares, soit 2,5 fois la place de la Concorde. Tout en bas de ces labyrinthes, on trouve le réseau actif, c'est-à-dire celui où le travail de dissolution de l'eau se poursuit actuellement. L'eau qui suintait le long des parois est devenue un véritable torrent. Impossible de poursuivre l'exploration par ici. Alimenté par la pluie, le débit des eaux souterraines est trop fort. Pour ressortir, il faut reprendre le chemin de l'allée, c'est-à-dire emprunter le réseau fossile, là où passait la rivière autrefois avant qu'elle ne s'enfonce encore plus bas. L'essentiel des grottes que nous visitons font partie de ces réseaux fossiles. Ils ne s'agrandissent plus, mais ils vivent encore. En effet, les gouttes d'eau qui perlent sur les voûtes vont former des concrétions. En tombant, elles redéposent le carbonate de calcium qu'elles ont dissous un peu plus haut. Là, on a des formes de concrétionnement intéressantes. Donc c'est la calcite qui va se former, essentiellement par les gouttes d'eau qui vont tomber du plafond, qui vont déposer ce calcaire, ce qui peut donner au bout d'un moment donc des concrétions beaucoup plus importantes et qui peuvent monter carrément jusqu'au plafond. Stalactites, stalagmites, colonnes, méduses, les formes les plus folles peuvent naître ici. Elles dépendent du débit et de la direction des écoulements, et même de la force des courants d'air qui parcourent le réseau. Allez, plus que quelques efforts et nous touchons au but. Ici, le réseau fossile rejoint une dernière fois le réseau actif. Donc on retrouve la rivière souterraine et on va traverser le lac en canot et on va ressortir donc à l'extérieur. Ce lac qui sert de déversoir à la rivière souterraine s'est formé ici car l'eau a buté sur une roche non calcaire et donc insoluble. Plus question pour elle de creuser des galeries, c'est la fin de son voyage sous terre. Retour à La Réunion, où des naturalistes s'aventurent dans des vallées encore inexplorées. Leur but, en savoir toujours plus sur une nature encore totalement vierge. Regardez. La saison des pluies est arrivée sur La Réunion. Sur les hauteurs, le brouillard est omniprésent. En dépit de ces conditions difficiles, un groupe de montagnards s'apprête à partir. Il faut dire que ces naturalistes réunionnais en ont vu d'autres. Depuis 5 ans, ils partent ainsi à la découverte des endroits de l'île encore inexplorés. Chargé comme une mule. Combien? Au moins 25. 25 kilos, à vrai dire, ce serait plutôt 40. Ce qui pèse le plus lourd, les bouteilles d'eau. Il n'y a point d'eau sur ce massif du Grand Bénard. Donc si on veut une autonomie de 4 jours, il faut boire, il faut porter l'eau. Donc là, on ne peut pas faire fondre la glace, il n'y a pas de torrent, il n'y a pas de source. Vous l'avez compris, découvrir l'île se mérite. L'équipe est maintenant à pied d'œuvre. Durant ces 4 jours, la tâche des naturalistes va être d'affronter une face inexplorée de 1700 mètres de dénivelé. L'accès en est défendu par cette falaise verticale d'une vingtaine de mètres. Il faut recourir aux techniques de l'alpinisme. Pour Christian Guillermet, la moisson commence. Ici, chaque plante est un formidable réservoir d'insectes. Voilà, une chenille, ça c'est un géométridé. Et c'est même plus, c'est un stériné. Ce biologiste ne compte plus les espèces qu'il a découvertes au cours de telles opérations. Et pour les insectes nocturnes, voici l'arme suprême, une simple bâche et une lampe à vapeur de mercure. Donc on éclaire avec une lampe à vapeur de mercure parce que les insectes voient essentiellement un rayonnement ultraviolet et relativement peu dans le spectre infrarouge ou rouge des lampes à incandescence. La nuit tombée, le piège fonctionne à plein. En 20 ans d'un véritable travail de fourmi, Christian Guillermet a répertorié 120 espèces de papillons de nuit qui n'existent qu'à La Réunion. Il a identifié aussi d'autres espèces venues de très loin et qui ont trouvé ici un vrai refuge. Ces bêtes ici sont assez protégées, oui. Et nous avons même des espèces migratrices qui sont en voie de disparition en métropole et qui ici sont extrêmement communes. Donc ça nous fait une sorte de vivier à La Réunion de bêtes qui par ailleurs peuvent être en voie de disparition. Le lendemain, l'exploration se poursuit.
L'objectif du jour, c'est de découvrir des nids de pétrels de Barreau. Cet oiseau rare qui n'habite qu'à La Réunion a été décimé lors de la colonisation de l'île. Aujourd'hui, on ne le trouve plus que sur ces falaises inaccessibles. Jean-Michel Probe a été le premier à découvrir des nids cachés dans les parois il y a à peine 5 ans. Ah, là, il y en a deux, là. Deux l'un à côté de l'autre. Voilà, ici on découvre son terrier. Et il y a de grandes chances qu'on trouve un œuf ou on va voir ça dedans. Oups. Voilà. Voilà, donc là, il fait 48,6. Dans la journée, la plupart des pétrels abandonnent leur terrier pour aller chasser en mer. Mais après plusieurs heures de recherche, coup de chance. Ah voilà, là il y en a un. Donc il est assez facile à approcher. Je vais m'approcher tout près et il ne va pas bouger. Oups. Voilà. Je suis tout près, il ne bouge pas. Et c'est parce que en fait, il n'est pas du tout adapté aux prédateurs, il n'a pas du tout de peur par rapport à l'homme. Et c'est pour ça que les rats et les chats viennent les cueillir, on peut dire carrément, et les manger sans qu'ils se défendent. Son caractère peu farouche a failli causer la disparition définitive du pétrel de Barreau. Aujourd'hui, seules de telles expéditions permettent de l'étudier pour, peut-être, le sauver de l'extinction. L'équipe s'attaque maintenant à la principale difficulté du parcours, un rempart rocheux de plusieurs centaines de mètres de hauteur, véritable labyrinthe de petites falaises herbeuses. Plus on descend, plus la forêt est humide et dense. Un véritable maquis accroché en pleine falaise. A priori, le terrain est plus adapté aux sangliers qu'à l'homme. Et pourtant, défrichant le terrain pour faciliter le passage, Pascal Collat fait une trouvaille. Ah, ça fait une marche, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour monter dans ce petit couloir où 1 mètre à gauche c'est la falaise, 1 mètre à droite c'est la falaise. Et à l'endroit où tu as de la végétation et de la terre, là tu as des marches. Alors ça c'est vraiment incroyable d'être tombé pile dessus quand tu vois l'étendue gigantesque de ce massif. C'est super, à chaque fois on trouve quelque chose. Des hommes ont donc précédé l'équipe ici il y a certainement plus d'1 siècle. Ce sont peut-être les traces des marrons, ces esclaves en fuite qui étaient capables de toutes les prouesses pour gagner leur liberté. Plus bas, les soupçons se confirment. L'expédition tombe sur un site archéologique. C'est vraisemblablement une pierre, un autel religieux d'origine malgache. Ça correspond à la présence des esclaves évadés. Ça voudrait dire qu'ils se seraient réfugiés jusqu'ici, probablement avec un camp de base ou une petite zone d'habitation. On ne sait pas si ça peut avoir l'étendue d'un village. Mais en tout cas, il y a cette pierre gravée qui est probablement pour des rites religieux, tout un muret en pierre et puis les fondations d'une case. Au terme des 4 jours, l'équipe rejoint le fond de la vallée et la civilisation. Chacun pense déjà à la prochaine expédition. Les falaises de La Réunion n'ont pas fini de livrer leurs secrets. Le saviez-vous, il existe en France des glaciers souterrains vieux parfois de plusieurs centaines de milliers d'années. On les appelle d'ailleurs non pas des glaciers, mais des glaciaires. Les scientifiques commencent à peine à les étudier, comme ici dans le massif du Dévoluy. Descente à plus de 150 mètres de profondeur dans une glacière. Entre Grenoble et Gap, le massif du Dévoluy, le paradis des randonneurs. Mais ces hommes sont en route vers un univers plus secret. Ce plateau calcaire, percé comme un gruyère, cache dans ses entrailles un étrange monde de glace. Ah ouais, là, c'est le premier puits de 30 mètres. On arrive à voir la glace au fond, ouais. 10 mètres sur 30 d'ouverture et 175 mètres de profondeur, ce gouffre glacé est le plus grand du massif. Exposé aux avalanches et aux chutes de pierres et de glace, la descente s'annonce complexe. Il faut plusieurs tentatives pour trouver le bon itinéraire. Ces gouffres gelés, appelés glaciaires, sont connus depuis des siècles. Concrétion de glace, c'est pas très bon. Les plus accessibles servaient autrefois de congélateurs naturels et de réserves de glace pour les populations locales. Mais celle-ci, très difficile d'accès, est restée inexplorée jusqu'à une date récente. Le puits d'entrée, ouvert sur l'extérieur, n'est glacé qu'une partie de l'année.
Le glacier permanent, lui, se trouve à peine 30 mètres plus bas, à l'abri d'une caverne. Voilà, là on va arriver sur le cône de neige et on va pouvoir filer donc jusqu'en bas. C'est bien ça, il y a bien de la glace en dessous. Ouais. Bien là, c'est pour l'instant, ça a l'air d'être encore à peu près bon, mais il ne faudra pas trop tarder parce que les énormes stalactites qui sont au-dessus sont en train de fondre. On voit très bien les filets d'eau qui s'écoulent. Ça veut dire que quand le soleil aura atteint la partie du dessus, eh bien ça deviendra dangereux. Une véritable épée de Damoclès de près de 2 tonnes. Elle rend la suite de l'exploration très périlleuse et l'équipe s'accorde 2 heures tout au plus avant de sortir de la grotte. Pas question de chômer. Je m'attendais à trouver de la glace, il n'y en a pas là? Alors, on a de la glace en dessous. Pour l'instant, ici, il y a trop de neige et ça a bouché toutes les crevasses. Les crevasses sont complètement recouvertes par des ponts de neige. Suffisamment solides, mais il faut toujours se méfier. On va retrouver le glacier au pied, là-bas, où la glace est vraiment apparente. Cette voûte de 100 mètres de hauteur abrite bien un véritable glacier miniature. Le secret de sa persistance depuis des centaines de milliers d'années, c'est l'existence ici d'une véritable fosse à froid. Fais gaffe, il y a la glace en dessous. Hein. Là, on voit apparaître le glacier. En hiver, le glacier souterrain se gorge naturellement de neige et de glace, créant ainsi autour de lui une atmosphère froide. L'air froid, plus lourd, va rester piégé au fond du gouffre, presque comme en vase clos. Et la température reste ainsi suffisamment basse en été pour sauvegarder le glacier. Et comme les glaciers de l'extérieur, la glacière est mouvante. Tous ces rochers ici, ce sont les cailloux apportés soit par le plafond, mais aussi apportés par le glacier. C'est une véritable moraine, avec de la terre, des blocs et probablement dessous de la glace. En avançant, comme tous les glaciers du monde, la glacière charrie donc des pierres, mais aussi des déchets en tout genre. Voilà, un véritable ossuaire. Donc là, ici, on a des ossements. Ça fait un peu penser au glacier alpin, où les crevasses, malheureusement, servent de piège. Bon, ici, ce sont des animaux qui sont tombés dans le gouffre, qui ensuite ont été véhiculés d'abord par le glacier, sans doute, et après par l'autre fond du glacier, qui les a rassemblés ici, à ce point précis. Autrefois, la langue terminale du glacier arrivait jusqu'ici. Comme ses cousins de l'extérieur, il est en régression, sans doute affecté par le réchauffement du climat. D'ailleurs, ici, la température est étonnamment élevée pour la saison. Ça nous donne 1 degré de température et c'est pas très froid. À 125 mètres sous la terre, je me serais attendu à une température beaucoup plus fraîche. Mais c'est probablement dû au redout qu'on a eu. Néanmoins, il faut quand même du froid pour former, de 0 degré pour former ces stalactites. Plus le temps pour d'autres mesures. Il faut battre en retraite, car dans l'entonnoir de sortie, les stalactites sont de plus en plus menaçants. Cachée dans sa grotte depuis des milliers d'années, la glacière ne livre pas facilement ses secrets. Pour l'étudier plus en détail et savoir si elle va résister à l'évolution du climat, les scientifiques devront revenir dans de meilleures conditions. Affaire à suivre donc pour connaître le sort des glacières souterraines. Retournons maintenant dans les profondeurs de la Terre. Au Mexique se trouve un gigantesque gouffre de près de 400 mètres de profondeur, dont la particularité est qu'il abrite chaque nuit des dizaines de milliers d'oiseaux. Eugène M6 est descendu pour vous au fond de cette gigantesque volière naturelle. Nous sommes au centre du Mexique, sur le plateau calcaire de la Huasteca. Tous les matins, un étrange vrombissement s'échappe de cette cavité naturelle de 50 mètres de diamètre. Et soudain, dès que le soleil a réchauffé l'air, des milliers d'oiseaux surgissent du gouffre obscur. La première vague est constituée de martinets. Il y en a plusieurs dizaines de milliers. Volant à plus de 100 km/h, ils forment une colonne qui atteint 300 mètres de haut. Sur les parois, perruches et perroquets attendent leur tour. Plus lents, ils risqueraient des collisions mortelles s'ils s'aventuraient au milieu des martinets. Mais quelques minutes plus tard, ces oiseaux, partis chasser à des dizaines de kilomètres, ont libéré le couloir aérien. C'est donc le tour des perruches et des perroquets. Leur rayon d'action est plus restreint. Ils resteront aux abords du gouffre. Pendant des millénaires, seuls les Indiens de la forêt connaissaient l'existence de ce phénomène unique au monde.
Mais depuis 2 ans, la construction d'une piste l'a définitivement reliée à la civilisation. Et les spécialistes mexicains y organisent régulièrement des expéditions. Peu à peu, le gouffre livre ses mystères. Mais s'il est facile d'accéder à son ouverture, descendre jusqu'au fond reste une entreprise délicate. Moi, la première fois, j'ai eu très peur, comme vous aujourd'hui sûrement. En effet, c'est une descente parfaitement verticale de 376 mètres de long qui attend les spéléologues. 376 mètres suspendus au bout d'une corde. C'est la 3e plus longue descente en rappel du monde. Il faut une demi-heure pour atteindre le fond. Au fond, le diamètre de la cavité approche les 400 mètres, c'est-à-dire 8 fois plus qu'au sommet. Le gouffre ressemble en fait à une gigantesque poire. Et les eaux de pluie qui l'ont creusé continuent à ruisseler. Petit à petit, des blocs se détachent de la voûte comme celui-ci. Le gouffre s'agrandit lentement. Et maintenant, descente dans l'endroit le plus profond de la cavité. C'est ici que s'écoulent les eaux du fond du gouffre. Ici, c'est la partie la plus ancienne du gouffre. Et ça continue de creuser sûrement jusqu'à 150 mètres sous nos pieds. Mais pour l'instant, cet endroit est inaccessible. L'entrée est bouchée par le guano. Tout ça, c'est du guano. En français, de la fiente d'oiseau. Elle tapisse le fond du gouffre sur plusieurs mètres d'épaisseur. Regardez même ces rochers bizarres. Il s'agit de stalagmites de fiente et de calcaire. Preuve que les oiseaux sont là depuis des milliers d'années. Attention à ne pas rester trop longtemps au fond. Le gouffre recèle un danger invisible. Il y a dans ces amas de guano un champignon, le Listoplasma capsulatum. Ces spores sont dangereuses, elles provoquent une maladie pulmonaire très grave, la listoplasmose. Aujourd'hui, le temps ne s'est pas vraiment dégagé. Beaucoup de martinets sont restés à l'abri. Regarde là-haut, il y en a toute une colonie. Les martinets nichent toujours à flanc de falaise, car leurs ailes sont trop grandes pour qu'ils puissent décoller du sol. Pour voler, ils doivent d'abord s'élancer dans le vide. Et voici l'une des rares plantes qui ait pu s'adapter à la très faible luminosité de l'endroit. Pour ces pionniers de l'étude scientifique du gouffre, la moindre mousse suscite l'intérêt. Cet écosystème est vraiment très fragile. Il est soumis aux évolutions de la végétation du sommet. Si la végétation là-haut venait à s'altérer, les conditions de température et d'humidité changeraient ici, au fond. Et tous les oiseaux et les plantes qui vivent dans le gouffre courraient de graves dangers. Vous savez, c'est vraiment un endroit unique au monde. Pour aujourd'hui, la visite est terminée. Il reste à remonter jusqu'au sommet, agrippé à la corde par des dispositifs autobloquants. Les meilleurs mettent 1 heure. Les moins aguerris capitulent parfois et doivent être treuillés. Avis aux scientifiques, une bonne dose de sueur est le prix à payer pour explorer le gouffre aux oiseaux. Voilà, notre voyage avec les explorateurs de l'extrême s'achève. Peut-être aurez-vous à votre tour envie de faire votre sac à dos pour partir à la découverte des lieux inexplorés. Mais maintenant, vous le savez, pour atteindre tous ces endroits magiques, il faut être en très bonne condition physique et préparer son expédition avec beaucoup de rigueur. Et maintenant, saurez-vous répondre aux questions de notre quiz. À très bientôt.